Deuxième conférence de ce deuxième cycle de conférences, puisque depuis l'année dernière, l'UTL a accepté de me permettre d'organiser des conférences sur le thème « Un certain regard », ce qui veut dire un regard subjectif, personnel, sous des aspects un peu particuliers, singuliers, non universitaires, puisque je n'en suis pas un. Et donc cette année, c'est un certain regard sur l'Algérie. Il y aura 3 parties. La première partie, c'était les Juifs en Algérie, c'est la conférence de la dernière fois. Alors oui, pour réagir sur les propos liminaires de notre président, il est exact que ça a été vu tout à l'heure à plus de 117 000 fois. Bon. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que j'ai regardé, notamment sur la chaîne YouTube, que toutes les conférences et toutes les prises de parole où vous pouvez associer Algérie et Juifs, ou bien Algérie tout court, ce sont des visionnages de plus de 100 000, 150 000 clics. Il est évident que la conférence Les Espagnols en Algérie d'aujourd'hui aura sans doute moins de clics. Alors, les commentaires ont été supprimés. Sur les 117 000 visionnages, il y avait, au jour où Georges Lance a supprimé les commentaires, environ 700-800 commentaires, ce qui n'est pas beaucoup. 800 commentaires sur 117 000 visions, donc ça fait un ratio 2, les mathématiciens le verront. Sur ces 800 messages, il y en avait 90% de mauvais et 10% de bons. Bon, moi je n'ai pas regardé les mauvais, évidemment. Bon. Mais ces commentaires mauvais se retrouvent également dans les commentaires des autres conférences sur l'Algérie, sur les Juifs, sur la Palestine, etc. Ils sont tous de la même origine, hein, parce que vous ne voyez pas les noms, mais vous voyez les pseudonymes, les adresses électroniques, etc. Donc pas de commentaires. Je dois dire tout de même, puisque nous sommes filmés, enfin je le suis en ce qui me concerne, que ça n'est pas anodin que j'ai choisi ce thème de l'Algérie. Bon, vous le savez, je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est le pays de ma naissance, comme disait François Mitterrand, on est toujours du pays de son enfance, ce qui est vrai, où je me suis rendu à plusieurs reprises, encore récemment, juste avant le Covid, avec ma fille, qui a voulu découvrir ma maison, mon école, etc. Bon, bref. Et donc, j'y ai beaucoup d'amis, j'y ai beaucoup de relations, j'y ai beaucoup de souvenirs. Et un des grands souvenirs a été que j'avais été invité par le président d'alors, le président Abdelaziz Bouteflika, au 50e anniversaire du début de la révolution algérienne en 2004. Et j'ai eu un jour, à cette occasion, c'est une petite anecdote, et puis après je rentre dans mon sujet, ne vous en faites pas. Je me trouvais, alors il y avait un grand buffet là au Palais du Peuple, vous savez, là sur la mer, à côté du boulevard, l'ancien boulevard Michelet, le boulevard d'Idouche Mourad, et donc au Palais du Peuple, il y avait tous les anciens présidents de la République algérienne. Et je me retrouve, après les discours et les formalités protocolaires, etc., à côté d'un grand bonhomme immense comme ça, et on était en train de prendre un petit café, alors je me retourne, évidemment je le reconnais, lui il ne me reconnaît pas. Et alors c'était le président Ben Bella. Et alors je lui dis, Monsieur le Président, je vous ai vu, j'avais 7 ans, vous étiez passé devant l'hôpital de Tlemcen sur la route principale. Et alors il me dit, oui, je me souviens que j'étais là, mais je ne me souviens pas de vous, m'a-t-il dit. Alors on a bu un café, j'ai pris quand même une photo avec le président Bouteflika, avec le président Ben Bella. Et quand je suis rentré de mon voyage en France, j'ai montré la photo à mon père, et je lui dis, tu vois papa, j'ai pris le café avec cette personne. Alors il la regarde comme ça là, il me dit, mais je le connais, il me dit, c'est Ben Bella. Mais non, c'est pas Ben Bella, il ne m'a pas cru, il a fallu que je lui montre une petite vidéo qui avait été tournée. Alors cette deuxième conférence, les Espagnols en Algérie, et la troisième conférence, ça sera la fin violente d'une histoire française, l'OAS. On avait fait la dernière fois une introduction générale, que je ne vais pas reprendre aujourd'hui, hein, une introduction générale sur pourquoi la France en Algérie en 1830
Tout le monde connaît le coup d'éventail de Hussendey au consul de Val en décembre 1827 pour une histoire de créance de quintaux de blé, etc. Bon, il y avait des critères, des causes bien plus politiques, tant politique interne que politique internationale, du temps du règne du roi Charles X. Et donc, c'était également dans une perspective de création, de construction d'un empire colonial français. Hein. Il y avait l'Algérie, mais il y avait également, quelques années plus tard, et quelques années avant, en ce qui concerne les possessions américaines de la France ou les possessions indiennes de la France, puisque jusqu'en 1954, nous avons conservé des comptoirs français des Indes avec Pondichéry, Chandernagore, Kerala, etc. Bref. Et donc, nous avions une volonté, notamment par rapport et en miroir de l'Empire britannique, nous avions une volonté de nous construire, nous, Français, une vraie puissance coloniale, une vraie puissance impériale française, d'où notre présence, notamment en Algérie. Les Espagnols en Algérie. Alors, pourquoi les Espagnols en Algérie ? Parce que, bien sûr, on aurait pu aborder les Berbères en Algérie, d'autres présences, la présence romaine en Algérie, etc. Bon. J'ai choisi cela parce que d'abord ça me concerne, puisque la moitié de moi-même est d'origine espagnole, l'autre moitié est d'origine alsacienne, mais cette partie est d'origine espagnole. Et je vivais en plus dans une région en Algérie, et l'Oranie, qu'on appelait aussi la Petite Espagne, pour des raisons que nous allons aborder. Alors, je vais faire comme le Premier ministre hier. Je suis un néophyte. Alors, depuis le XVIe siècle environ, le nord de l'actuelle Algérie est sous la domination de l'Empire ottoman. Alors, je vous ai mis une carte qui est une carte anglaise, parce que j'en ai pas trouvé en français, mais peu importe. Hein. Et vous voyez l'expansion de l'Empire ottoman qui, comme vous le savez, a pris son essor à partir de 1453. C'est le 29 mai 1453, la prise de Byzance par les troupes, l'armée ottomane. Et donc, à partir de Constantinople, de Byzance, ils se sont éparpillés sur tout le bassin méditerranéen, puisqu'ils sont arrivés aux portes de Vienne, hein, et ils sont arrivés également aux portes du royaume de Mogador, c'est-à-dire au royaume du Maroc. Alors, cet empire ottoman était un empire ottoman très expansionniste, puisqu'il régnait par l'intermédiaire des deys, des beys, des pachas sur tout ce pourtour méditerranéen, et ce qui fait que Alger, comme la Tunisie ou comme la Cyrénaïque, c'est-à-dire la Tripolitaine là, et l'Égypte, étaient sous un gouvernement que l'on appelait la Régence d'Alger. Alors la Régence d'Alger avait une particularité par rapport aux autres régions de l'Empire ottoman, c'est qu'ils étaient quasiment souverains. Et ils avaient une certaine autonomie par rapport à ce qu'on appelait la Sublime Porte, la porte de Constantinople. Alors, vous voyez la Régence d'Alger, où il y avait évidemment que les villes sur le pourtour méditerranéen, hein, sur le bord de mer, qui étaient bien occupées, bien habitées, depuis Constantine jusqu'à Tlemcen, Oran, à la frontière du Maroc, puisque l'Empire ottoman n'est pas allé jusqu'au Maroc. On parlera des Espagnols qui y sont déjà, avec les enceintes de Melilla, Ceuta, et on verra un petit peu comment toute cette rive algérienne a été prise et occupée par les Espagnols petit à petit. Par la suite, l'Empire ottoman a rapidement décliné. Je vous ai mis les grandes dates. Ils ont essayé de prendre Vienne à deux reprises. Ils ont essayé de prendre Vienne en 1529, ils n'y sont pas parvenus. Et ils ont essayé de prendre Vienne en 1683, et ils n'y sont pas parvenus non plus. Et c'est à l'occasion
de leur retrait des remparts de la ville de Vienne, qui était la porte de la chrétienté européenne, qui a donné naissance à ces viennoiseries, là, vous savez, les croissants, parce que ils sont partis en laissant du café. Alors les Viennois ont pris du café, les cafés ont été créés là-bas avec les restes des grains de café des Turcs, enfin des Ottomans. Et puis, pour se moquer un petit peu d'eux, ils ont repris le dessin qu'il y avait sur leur drapeau, et avec ce dessin, ils en ont fait un gâteau qu'ils ont mangé. Et Marie-Antoinette, dit la légende, aurait rapporté cette tradition des croissants à Paris. Alors, vous voyez que ils ont ensuite perdu toutes les Balkans, puisque la Grèce est devenue indépendante en 1830, et l'Algérie également leur a été subtilisée par la France, puisque la conquête a été faite en 1830, au mois de juillet 1830. Alors la défaite de l'Empire ottoman, on pourrait la faire remonter beaucoup plus loin. Il faut se souvenir de la bataille de Lépante dans le golfe de Lépante, à côté de Patras, là. Et si vous allez à Patras, vous voyez encore non pas les reliefs, mais vous avez des panneaux qui reconstituent un petit peu la grande bataille de Lépante entre la puissance ottomane et puis la République de Venise et puis les royaumes chrétiens d'Europe. L'Empire ottoman avait commencé à décliner à ce moment-là. Trois départements en Algérie qui ont été créés. Nous l'avions vu déjà la dernière fois. Les trois départements de Oran, d'Alger et de Constantine. Le reste du territoire n'était quasiment pas habité, en tous les cas pas par des Européens. Et c'était les trois premiers départements qui étaient très intéressants pour la puissance coloniale. Cette région était occupée par 100 000 colons européens en 1852. Et pendant Jean-Jacques Jordi, qui est un universitaire qui est très intéressé par l'histoire de l'Algérie, a signalé que lors de l'expédition française de 1830, il y avait déjà sur place une présence étrangère. Alors, vers le milieu du XIXe siècle, bien sûr, des colons français se sont installés, notamment des Espagnols, des Maltais et des Italiens. Les Maltais et les Italiens se sont installés du côté de Constantine, puisqu'ils venaient de Livourne. Et puis les Espagnols, on va le voir, directement de Malaga, d'Alicante, puisque c'était à un jet de pierre de 100 km en bateau. Et en 1886, on comptait 35 000 Italiens, principalement à Constantine et à Bonn, c'est-à-dire en Algérie de l'Est. Et les Maltais présents dans une moindre mesure se concentraient à Bonn et à Alger, mais bien sûr, ce sont les Espagnols qui, à cette époque, déjà installés à Oran, étaient au nombre de 160 000, ce qui était considérable sur une population qui était à l'époque encore extrêmement réduite. Cette situation a conduit la France à renforcer sa présence dans le territoire en envoyant un contingent militaire de 15 000 hommes. Et à partir de 1870, en lien avec la guerre franco-prusse, il y a eu une immigration des Alsaciens, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la précédente conférence. Les Alsaciens qui ne voulaient pas être intégrés au Reich allemand ont décidé de rester dans ce qu'on appelle la France de l'intérieur, c'est-à-dire la France telle que nous la connaissions avant l'annexion des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au Reich allemand, et la plupart, enfin beaucoup d'entre eux, ne sont pas restés en France métropolitaine, mais ont sauté sur l'occasion de partir pour l'Algérie, car il y avait une législation qui était pour eux extrêmement satisfaisante, comme pour les Espagnols, qui leur concédait à vil prix, parfois même gratuitement, des lopins de terre dans ces régions extrêmement de terre fertile qui sont autour d'Oran, autour de Mostaganem, Alger, etc. Alors on verra plus tard dans quelles conditions ça a été fait, mais quoi qu'il en soit,
ce sont eux qui ont pris ces terres, qui n'étaient pas des terres à l'abandon, mais c'était des terres qui n'étaient pas titrées. Évidemment, le droit musulman est un droit plutôt oral, alors que nous sommes un droit romano-germanique, un droit écrit, et donc ils ne pouvaient pas rapporter la preuve par instrument juridique qu'ils étaient propriétaires de telle ou telle terre. On y reviendra. Il y avait un déséquilibre démographique qui était un déséquilibre important parce que, comme vous le voyez, les distances entre le sud de l'Espagne, l'Andalousie, et l'Algérie du côté marocain sont extrêmement brèves. Et il y avait d'abord un commerce qui s'était mis en place, on va y revenir, depuis le XVe siècle, depuis le XVIe siècle. Et puis, et maintenant, il y avait un transfert de population extrêmement important, également des îles Baléares. Dans le port d'Oran, des manœuvres des ouvriers espagnols arrivaient à flux continu, notamment pour travailler dans les champs. C'était des personnes qui travaillaient dans les champs, qui étaient des manœuvres. Ils n'étaient pas du tout, évidemment, expérimentés ni diplômés. C'était des gens qui louaient leurs bras, ils s'appelaient les brassiers. Et ils étaient employés par des propriétaires. Les propriétaires, soit européens, soit également d'origine étrangère, qui étaient là peut-être depuis un peu plus longtemps qu'eux, ou par des locaux qui avaient réussi à rapporter la preuve de leur titre de propriété. Il y avait... alors, je vous ai trouvé également cette diapositive qui est intéressante parce que évidemment, c'est une image d'Épinal, avec les Alsaciennes, avec leurs grandes oreilles de leurs nœuds dans les cheveux, les gens qui sont las, les personnes qui s'en vont et ceux qui restent, les pleurs, les chapeaux pointus dans le coin, les Prussiens, etc. Et donc, c'est des familles entières et qui ont quitté l'Alsace pour s'installer en Algérie. Compte tenu de ce qui se passait en Algérie et qui a été quelque chose de fulgurant entre 1848, la départementalisation de l'Algérie, et 1870, le premier contingent d'Alsaciens en Algérie, il s'est passé à peine une trentaine d'années, et pendant ces 30 ans, il y a eu un afflux de population étrangère, non française, étrangère, extrêmement important. Ce qui fait qu'il y a eu un déséquilibre démographique. Et l'État français a considéré ce déséquilibre démographique comme étant une menace pour la France, pour l'autorité de la France, pour l'État, pour la représentation de l'État, pour la Troisième République, qui était une Troisième République triomphante, et il fallait trouver une solution. Et c'est pourquoi il y a eu en 1889 la loi du 27 juin 1889 qui a purement et simplement francisé tous les Européens d'Algérie, notamment les Espagnols. Mon arrière-arrière-grand-père a bénéficié de cette loi de naturalisation en 1889, comme beaucoup d'autres évidemment, et qui leur donnait une naturalisation automatique avec des petites conditions de maintien sur les lieux, mais enfin on ne va pas rentrer dans le détail. La deuxième vague d'immigration a été une vague d'immigration des républicains espagnols. Lorsque, à la fin ou pendant la guerre civile, vous savez que Franco, on va y revenir plus tard parce qu'il a joué un rôle très important, est parti du Maroc pour faire sa guerre civile sur la péninsule ibérique. Eh bien, les Espagnols républicains qui ont été défaits, puisque c'est Franco qui a gagné les républicains, sont venus beaucoup en Algérie. Et en Algérie, ces personnes ont été internées. Ils ont été internés en Algérie comme ils ont été internés en France métropolitaine, au camp de, comment ça s'appelle là-bas, du côté de Perpignan,
Oui, Rivesaltes, pardon, oui. Je pensais au Muscat, mais je ne pensais pas à Rivesaltes, le camp de Gurs, etc. Bon, alors bon, il y a eu des camps en France métropolitaine qui ont accueilli les Espagnols. L'Espagne est un pays d'immigration. Et alors, ce pays d'émigration, on le voit facilement quand on rapproche le continent africain du continent européen. Alors évidemment, c'est encore beaucoup plus visible lorsque vous êtes à Gibraltar ou à Tanger, où vous avez là au bout de la main l'autre continent. C'est absolument extraordinaire. Et puis alors les navettes. Et alors là, on voit que Almeria est à un jet de pierre d'Oran. Vous retrouvez ici à Saïdia, c'est le Maroc, Melilla, avec l'enclave espagnole. À Intemouchen, Tlemcen est un petit peu plus au sud, à la frontière marocaine. On voit que une barque, un petit bateau de pêcheurs peut partir des côtes espagnoles pour se rendre en Algérie. On appelait à cette époque-là l'Algérie, la Méditerranée, c'était un lac français. Un lac français parce que il y avait une telle population de migrants dans cette Méditerranée, j'allais dire hier comme aujourd'hui, que les populations allaient d'un côté et de l'autre. À l'époque, c'était du nord vers le sud, maintenant c'est du sud vers le nord, comme quoi il y a toujours cette révolution historique qui nous frise les oreilles. Ce lac français était véritablement occupé par non seulement la marine marchande, mais également le transport de population, puisqu'il y avait le consulat d'Espagne à Oran et à Alger, qui était chargé d'accueillir cette population espagnole. Il y avait des compagnies de paquebots qui étaient également spécialisées pour partir de Marseille, arriver aux Baléares, prendre en charge des populations des Baléares, arriver sur les côtes andalouses, à Almeria, Alicante, Malaga, et puis ensuite arriver dans le port d'Oran pour y laisser cette population, comme on l'a vu tout à l'heure, cette population qui arrivait directement d'Espagne pour travailler l'alpha, pour dépierrer les champs, pour nettoyer les montagnes, etc. Cette immigration espagnole n'a pas été que vers l'Espagne, c'était une terre d'immigration, elle a été une grande terre d'immigration vers l'Argentine, vous savez que, notamment du Pays Basque. Vous savez que, d'où le béret basque en Argentine, tout le monde porte le béret basque, parce qu'il y a beaucoup de familles argentines qui sont descendantes des migrants espagnols dans la deuxième partie du XIXe siècle. Il faut savoir que l'Espagne, à cette époque-là, était un pays extrêmement pauvre, mais il n'y a pas que la pauvreté qui a fait que, il y a également des raisons politiques que nous allons rapidement examiner. Alors il y a une immigration espagnole qui va vers l'Argentine, notamment l'Argentine, et qui ensuite a franchi les montagnes pour aller au Pérou, au Chili, etc., mais surtout en Argentine, puisque c'était le versant est de l'Amérique du Sud. Voilà un bel Argentin avec son béret basque qui est dans sa pampa. Voilà. Il y avait des migrations intra-européennes, notamment avec, là je me suis trompé, non, des immigrations intra-européennes parce que on a vu que pendant longtemps, l'Espagne a fermé ses frontières. Et à un moment donné, compte tenu justement de l'instabilité politique là-bas, notamment avec les guerres carlistes, on va y revenir, et puis la prise en main du gouvernement par le Parti libéral, qui était un parti minoritaire, enfin bon, puis la Première République. Ce parti, l'Espagne a été verrouillée pour éviter de se vider de sa population. Et donc, ces Espagnols sont arrivés,
il y a eu des massacres qui ont été un petit peu comme, je me souviens, José Cubero avait écrit un livre sur les massacres de Gmort avec les Italiens. Eh bien là-bas, c'était pareil, et il y avait tant et plus d'Espagnols qu'il y a eu des révoltes, notamment le cheikh Bouamama, qui est parti avec ses milices et qui a fait des massacres, les massacres de Saïda du 11 juin 1881, qui ont été des massacres absolument terribles, où la population espagnole locale, qui vivait absolument pauvrement dans les faubourgs de Saïda, a été exterminée. Alors cette présence espagnole est très forte dans la région de l'Oranie. Voilà les quelques chiffres que je vais vous donner. Vous voyez que il y a une progression qui est terrible entre 1845 et par exemple à la fin de l'année 1870, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, il y avait un nombre exponentiel d'immigration dans cette région de l'Algérie, notamment à Alger et à Oran. Mais à Alger, c'était circonscrit, pour ceux qui le connaissent, dans le quartier de Bab el-Oued. Et dans le quartier de Bab el-Oued, ça veut dire la porte du fleuve, la porte de la rivière, Bab el-Oued, c'était notamment, pour ceux qui s'en souviennent, ou ceux qui y sont allés, c'était la place des Trois Horloges, qui a été une place très très importante pendant la guerre d'Algérie, évidemment, puisque c'est à 2 pas de la rue d'Isly, du massacre dont on va parler, mais ça sera la prochaine conférence. Et donc ils se sont installés dans un petit quartier d'Alger qui s'appelle le quartier de Bab el-Oued, qui est encore un quartier, pour l'avoir vu il n'y a pas encore très longtemps, un quartier très populaire, très bruyant, avec des magasins de partout. Vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Enfin bon, maintenant évidemment il n'y a plus d'espagnol. Il faut savoir que dans cette région il y avait également beaucoup de Mahonnais, pas Mahorais, Mahonnais qui viennent des Baléares. Et alors c'est un petit clin d'œil. Albert Camus, qui est né à Mondovì, en Algérie, son père était né en Algérie, sa mère était d'origine mahonaise, et sa mère, dont il a parlé avec beaucoup d'amour, notamment dans son livre posthume Le Premier Homme, il parlait de sa mère, Catherine, qui ne savait ni lire ni écrire, qui parlait à peine le français, qui était totalement analphabète, et qui a été pour lui, ainsi que son instituteur, Monsieur Germain, 2 personnes qui ont été fondatrices de sa qualité d'homme et de sa philosophie de la vie. Catherine Sintès, qui est morte en 1960. Elle est morte en Algérie. Vous vous souvenez de cette phrase qu'il avait dite entre les révolutionnaires et ma mère, je choisirai toujours ma mère. Quand on parlait entre les terroristes, enfin bon, et on lui avait beaucoup reproché de ne pas avoir de vision politique, alors que, mon Dieu, il avait une vision extrêmement politique de la situation sur place. Alors, quelles sont les causes politiques de cette immigration espagnole? Parce qu'on pourrait dire, pourquoi pas les Italiens? Les Italiens n'étaient pas mieux lotis en 1830 et 1840. D'abord, l'Italie n'existait pas. Il y avait des principautés, des duchés, des petits royaumes à droite à gauche. Les États pontificaux étaient encore existants. Donc on pourrait dire, après tout, il y aurait beaucoup d'Italiens. Ben non, c'est surtout les Espagnols qui sont venus. Alors d'abord, il y a les libéraux. Les libéraux entre 1830 et 1833 qui avaient pris le pouvoir en Espagne, qui avaient entraîné une déstabilisation complète du système politique espagnol et qui a fait que l'économie du pays avait tellement été dégradée que la population était dans l'obligation de s'expatrier pour essayer de trouver du travail, qui en Algérie, qui en Amérique du Sud, qui ailleurs. Le deuxième, c'est les carlistes. Vous vous souvenez que lorsque Ferdinand VII s'est marié 3 ou 4 fois,
Sa dernière épouse était une Autrichienne, une Habsbourg, et elle ne lui a fait qu'une fille, alors que la fille à l'époque ne pouvait pas hériter de la couronne espagnole. Il a pris ce qu'on appelle une pragmatique sanction qui permettait de changer les règles de succession à la couronne espagnole, et donc sa fille Isabelle est montée sur le trône à sa mort, mais il y avait son oncle Carlos qui n'acceptait pas cette pragmatique sanction. Il y a eu les guerres carlistes à partir de 1830-1832. Il y a encore des revendications carlistes, mais qui sont homéopathiques et qui n'ont guère de chance d'aboutir. Mais il y a eu des guerres pendant très longtemps entre ceux qui étaient dans la tradition logique de la primogéniture de la loi salique et ceux qui ont accepté la pragmatique sanction de Ferdinand VII. Ensuite, il y a eu la République de 1848. En 1848, il y a eu un grand mouvement révolutionnaire en Europe. Tous les pays en Europe ont été touchés par une vague révolutionnaire d'esprits libéraux, de philosophie des Lumières, de liberté des peuples, d'autonomie, etc. Et donc, que ce soit à Paris avec la révolution de 1848, ou bien que ce soit ensuite en Autriche ou ailleurs, il y a eu partout, même à Berlin, des révolutions ou des mini-révolutions ou des grandes révolutions. En 1848, en Espagne, idem. Et puis il y a eu en 1939 les réfugiés de la Seconde République, on en a déjà parlé. Et puis la mobilité répond à la volonté des jeunes hommes notamment, d'échapper à un service militaire qui était un service militaire terrible. Il faut savoir que ces déplacements ont été notamment guidés par la guerre américano-espagnole pour Cuba en 1898, qui a été une guerre d'attrition, une guerre extrêmement meurtrière, et les gens qui sont allés faire la guerre, les jeunes hommes qui sont allés faire la guerre à Cuba, il y a des témoignages disant qu'ils ont été conduits à du cannibalisme, tant la vie était terrible et que, évidemment, il y avait une désorganisation totale. Évidemment, la couronne espagnole a perdu Cuba, comme nous le savons, mais tout cela fait que les Espagnols étaient bien contents de pouvoir partir. Vous savez, souvenez-vous, souvenez-vous, quand nous allions en Espagne dans les années 50, 60, même 70, ça n'a rien à voir avec l'Espagne d'aujourd'hui. Enfin, je ne vous fais pas de dessin. Hein. Il y avait encore des bourricots le long des routes, il y avait encore des gens qui sarclaient la terre à coups de binette, enfin bon, des choses absolument invraisemblables, que nous ne voyions plus, en tous les cas, aussi fréquemment dans les campagnes françaises. Alors, le versant algérien de l'Espagne, je ne sais plus du tout où j'en suis, mais enfin, je vais me retrouver. Hein. Oui, ce qu'il faut dire également, c'est qu'il y avait une politique agricole, ou plutôt une absence de politique agricole en Espagne, qui existe encore maintenant. Malgré les gouvernements socialistes qui se sont succédés, etc., où il y avait ce qu'on appelait, dans l'Empire romain, les latifundia, des immenses cités, des immenses propriétés agricoles, qui étaient tenues par des familles aristocratiques, qui remontaient aux temps médiévaux, qui appartenaient à la maison d'Albe, à la maison de Medina Celi, à la maison de Medina Sidonia, à la maison du duc de l'Infantado, etc., etc. Et ce sont des gens qui, encore actuellement, possèdent des territoires agricoles considérables, beaucoup plus que la famille royale espagnole, qui, elle, ne possède pas grand-chose. Hein. Alors, le versant algérien de l'Espagne. Bon, d'abord, ces Espagnols qui sont venus en Algérie remontent évidemment à Isabelle et Ferdinand,
lorsque Grenade a été prise le 2 janvier 1492, ils ont, en suivant, dans les 3 mois, expulsé les Juifs d'Espagne. Alors, il y en a qui sont remontés vers Bayonne, ils ont apporté du chocolat, Bordeaux, Amsterdam, la Grande, etc. Et puis, il y en a d'autres qui sont arrivés au Maroc et en Algérie. Ils sont arrivés en Algérie et ils ont fait souche. Ces Juifs, vous le voyez, parce que il y a eu une migration vers notamment les pays du Levant, Salonique, Constantinople, mais les États barbaresques, vous voyez, où il y avait également beaucoup, et la régence d'Alger, où il y avait beaucoup d'immigration. Et puis, à quelque temps de là, le 9 avril 1609, il y a eu l'expulsion des Morisques d'Espagne. Alors ces Morisques, c'est-à-dire ces musulmans, ces Arabes, mais on les appelait à l'époque Morisques, ont été expulsés, et ils ont été expulsés dans des conditions terribles, parce que on leur a laissé 15 jours pour partir, et il y a des représentations picturales de ces familles musulmanes étant obligées de quitter les villes d'Almeria, de Malaga ou d'ailleurs, et d'être obligés de se jeter à la mer avec 3 ou 4 baluchons et de partir parce qu'ils étaient obligés de partir, sauf s'ils se convertissaient. Alors c'est à cette époque-là où, comme les Juifs à l'époque, il y avait des faux convertis qui faisaient semblant. Fernand Braudel, qui est un historien français notamment reconnu pour ses travaux sur la Méditerranée, mais pas que, enfin bon, qui est un monument, a écrit cette phrase. Et il est évident que quand on connaît le sud de l'Espagne et quand on connaît le nord de l'Algérie, on ne peut qu'être saisi par la similitude de ces paysages. Tout est identique. Les maisons sont identiques, les champs sont identiques, la population vit au même rythme, le soleil et le ciel sont identiques, et donc voilà, il dit ce que nous pensons, à savoir qu'il y a quasiment une identité géographique, culturelle, civilisationnelle entre le sud de la péninsule ibérique et le nord de l'Afrique. Et Elche, si vous y êtes allé, c'est une ville magnifique avec cet immense palmeraie. Dans la communauté valencienne, un poète avait dit c'est une ville de palmeraie où la seule chose qui manque sont les Bédouins, parce que on se croirait dans une ville non pas du nord de l'Afrique, mais de l'Afrique centrale, de la région du Hogar en Algérie où il y a des palmiers, parce que dans le nord de l'Algérie il n'y a pas de palmiers particulièrement, mais on se croirait parce qu'il y a du sable et c'est absolument extraordinaire. Si vous allez dans les villages, visiter les villages blancs espagnols, vous avez Ronda, mais vous avez également Frijiliana, qui est un village qui est accroché à une colline, à une montagne, qui est un village blanc absolument extraordinaire. Mais si vous fermez les oreilles, vous n'entendez pas parler espagnol, vous imaginez entendre parler l'arabe, parce que tout est frappé du sceau de la Méditerranée, du soleil, de la blancheur. Et donc, ces Espagnols ne se sont pas sentis très dépaysés lorsqu'ils ont découvert les rivages de l'Algérie. Qui n'est pas allé visiter le sud de l'Andalousie, à Jaén, où il y a, paraît-il, la meilleure huile d'olive du monde, à Jaén. Et vous avez une des plus belles cathédrales également. Quand vous allez à Jaén, vous avez des oliveraies à perte de vue sur des centaines de kilomètres. Et vous voyez que c'est un paysage, si vous avez connu l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, mais surtout l'Algérie, parce que les paysages sont tellement beaucoup plus immenses, on voit une similarité qui est presque du mimétisme, parce qu'on se dit, on dirait que ces deux sociétés, en tous les cas ces deux arts de vivre, ont été créés par une même famille ou un même artiste. Alors, ça a été créé également avec cette cuisine méditerranéenne
qui est relié par l'huile d'olive, hein, les piments, et puis un petit peu de miel, parce qu'il y a beaucoup de miel également en Algérie. Alors, les Andalous en Algérie remontent à l'époque des Omeyyades de Cordoue. Ils avaient établi des colonies déjà à Ténès, par exemple, en 872, je me prends les pieds dans les... à Oran à partir de 902, et sous l'effet de la progression de la Reconquista des Espagnols, qui ont commencé dès le 8e siècle à reprendre possession avec la bataille de Covaganda et puis des Asturies pour arriver jusqu'en 1492 à Grenade, ils ont poussé les Arabes qui sont revenus vers le nord de l'Algérie. Dans le sublime royaume des Zianides, dont la capitale est Tlemcen, voilà une photo de son palais royal qui est de toute beauté puisqu'il a été entièrement restauré il y a une vingtaine d'années, lorsque Tlemcen est devenue capitale culturelle du monde de l'islam. Le royaume des Zianides a été créé là. Il y avait à Tlemcen 50 000 Andalous de Cordoue qui étaient venus s'installer, ce qui n'est pas rien, faisant bénéficier la ville du savoir, de l'art, de la sculpture, de la musique que nous avons vu la dernière fois dans cette région. Alors, petite anecdote qui me fait plaisir, c'est que le dernier roi de Grenade, Boabdil, le dernier roi nasride, est enterré à Tlemcen. Parce que lorsqu'il a quitté Grenade, il a donné les clés du palais royal, de l'Alhambra à Isabelle et Ferdinand. Il est parti. La légende dit qu'il est parti en pleurant. Et sa mère, qui était un petit peu peau de vache sans doute, lui a dit tu pleures ton royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme, et tu le pleures comme une femme. Et c'est dans le dernier des Abencerrages de Chateaubriand qu'il rapporte cette phrase. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Quoi qu'il en soit, elle est très belle. Pleure maintenant comme une femme, un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. Et Boabdil est rentré à Tlemcen et il est mort quelques années plus tard. Sa tombe a été découverte par un paléographe français, Charles Bosselard, qui a été ravi de prouver que le dernier roi nasride de Grenade était à Tlemcen. À partir du XVIIe siècle, on a vu que l'expulsion des Morisques avait été réalisée par Philippe III en Espagne, et grâce à cette expulsion vers la régence d'Alger, il y a eu des effets positifs sur l'essor culturel et démographique du pays. Par exemple, ce sont eux qui ont relevé le site archéologique romain de Tipaza, si cher à Albert Camus, ou qui ont découvert l'aqueduc romain de Délice, qui est un très bel aqueduc sur la mer, et qui était perdu, et qui a été redécouvert grâce aux Espagnols qui sont arrivés au XVIIe siècle en Algérie. L'Espagne a conquis les ports de la régence d'Alger. Merz-el-Kébir est tombé en 1505, Oran est tombé en 1509, et les troupes espagnoles ont fait des razzias absolument incroyables. Je sais pas comment j'ai fait ça, pardon. Voilà. Pour assurer leur autorité à la place du Dey d'Alger. Il y a eu notamment deux grands généraux qui ont fait des razzias en Espagne, en Algérie. Il y a eu d'abord Jiménez de Cisneros. Vous avez en Espagne
partout des places Cisneros, des rues, des bâtiments Cisneros, qui est un cardinal, homme d'État et grand inquisiteur, qui lui a été à la tête des troupes espagnoles pour conquérir Oran. Et en 1509, il a conquis Oran, il s'est fait remettre les clés de la ville et il a massacré la population musulmane locale. Massacré. Le deuxième personnage est un personnage célèbre mais tout aussi noir. C'est Pedro Navarro, qui est marin et ingénieur militaire, qui lui a pris le village de Rajgoun, qui est une île, je ne sais pas pour ceux qui ont connu l'Algérie, je m'y baignais là quand j'étais petit, l'île de Rajgoun qui est sur la mer évidemment, et c'est à partir de là qu'il a pu ensuite prendre ce que l'on appelle le fameux Peñón d'Alger. Le Peñón d'Alger, pour ceux qui connaissent, est devenu par la suite le phare de l'Amirauté. Quand vous arrivez à Alger, par le bateau ou même en venant de l'aéroport Ouairi Boumedienne, vous prenez la grande route qui prend la Moutonnière, là, et vous avez le port d'Alger avec le phare de l'Amirauté, qui est un phare tout à fait emblématique de la ville. Évidemment, quand vous arrivez en bateau, c'est encore plus solennel parce que vous avez tout l'amphithéâtre blanc de la ville d'Alger la Blanche, et puis vous avez la basilique Notre-Dame d'Afrique, là, et puis vous avez le phare de l'Amirauté au pied qui est absolument magnifique. Et donc ce phare de l'Amirauté a été emblématique également de la conquête de l'Algérie par les Espagnols, puisque le Peñón d'Alger ayant été s'étant rendu, il n'y avait plus aucune défense pour la ville ottomane. Et alors, face à cette invasion qu'ont fait les puissances locales, eh bien les puissances locales ont fait appel à un sombre sicaire qui était né dans les îles grecques de Lesbos ou de Paros, qui est Barberousse, le fameux Barberousse, qui est arrivé à Alger et avec ses sicaires, avec ses hommes de main, et qui a pris ensuite possession, c'est-à-dire qu'il était stipendié comme mercenaire par les puissances locales. Et puis ensuite, une fois qu'il a pris possession, eh bien, c'est lui qui a pris le pouvoir, malgré la résistance, notamment d'un personnage presque légendaire, hein, Lala Khedidja, qui est une poétesse, une princesse berbère de la grande Kabylie, qui, un petit peu comme notre Jeanne Hachette à Beauvais, qui a pris les armes pour défendre la terre de Kabylie, la terre des Berbères, contre non seulement les Espagnols, mais également celui qui venait prétendument les délivrer, c'est-à-dire Barberousse. Alors c'est à cette époque où le roman picaresque a pris naissance en Espagne. Michel de Cervantes a écrit des ouvrages absolument extraordinaires, mais il s'est inspiré également, on dit que les moulins de Don Quichotte étaient également inspirés non seulement des moulins espagnols, mais également des rivages espagnols de la côte algérienne. Et il y a des passages dans l'œuvre de Cervantes où il parle également des Espagnols installés en Algérie. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Aller assister à des fêtes religieuses à Valence, et il y a en Espagne encore de nos jours ce qu'on appelle la fête des Moros y Cristianos, et où vous avez dans les rues, à côté du Saint-Sacrement, des idoles de Marie, du Christ en croix, etc., vous avez des personnes qui sont déguisées en ce que l'on pouvait penser être des Arabes et des musulmans du XVIe et du XVIIe siècle, avec des robes telles que vous les voyez là, et il y avait ces représentations de guerre entre les morts d'un côté et les chrétiens de l'autre. Encore aujourd'hui, pour la Semaine Sainte en Espagne, ou pour des fêtes populaires en Andalousie. C'est tout à fait extraordinaire. Je ne sache pas qu'en France,
nous ayons ce type de représentation si ancienne. Et puis, ça c'est un petit clin d'œil que je vous fais. À Oran, pour ceux qui sont allés à Oran, il y a ce fameux gâteau de pois chiche que l'on appelle la calentica, qui est un mot espagnol qui veut dire le petit chaud, la petite chaleur, comme on sait, un petit chausson fourré, quoi, bon, qui est à base de purée de pois chiche. Bon, et je me souviens quand, bon, moi je suis né au début de la guerre, donc c'était un petit peu tendu, mais ma mère nous interdisait, à ma sœur et à moi, à la sortie de l'école, d'aller manger, d'aller acheter à la sauvette des tranches de calentica, parce qu'on avait toujours peur que ce soit empoisonné ou que sais-je encore. Enfin bon, bref, on y allait quand même acheter ça contre 20 sous, quelque chose comme ça, et on mangeait ça parce que c'était chaud, c'était sur de grandes... Mais ça aussi, c'est d'origine espagnole, on en trouve dans le sud de l'Espagne. C'est un petit peu à rapprocher à la soca que l'on mange sur les marchés niçois. Également, hein. C'est galette de pois chiches. Alors celle-ci est un peu plus épaisse, elle est plus onctueuse, ça ressemble plutôt à une sorte de flan pâtissier, mais au pois chiche, Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Je vous avouerai que la dernière fois, en 2017, je suis retourné, j'en ai mangé, je n'ai pas trouvé ça très bon. Mais bon, mais dans mon souvenir, c'était bon. Bon, c'est toujours pareil, quoi. Toujours pareil. Bon. Autre site géographique de premier ordre à Alicante, évidemment, si vous allez à Alicante, vous voyez le monté Benacantil qui est surmonté du château espagnol de Santa Barbara. Et donc, ce château-là et cette image-là est à rapprocher du fort de Santa Cruz sur le pic d'Aïdour, du côté d'Oran. C'est exactement le même château espagnol qui est construit de part et d'autre de la Méditerranée. Et il y avait dans le journal Sud-Ouest, je n'ai pas retrouvé la diapo, j'aurais bien voulu la présenter, mais je ne l'ai pas trouvée. Le journal Sud-Ouest de 1961, on y décrit une ville algérienne, et il est écrit, cette ville y est décrite avec sa terre ocre, ses oueds secs, ses maigres troupeaux, ses bouquets de pins, ses tas de cailloux, ses blanches maisons, ses eucalyptus et ses oliviers. L'auteur en conclut, c'était l'Espagne, c'était aussi l'Algérie. Alors, c'était tout un reportage sur la fin de la guerre d'Algérie et il parlait évidemment, on va y revenir, de tous ces Espagnols, d'origine espagnole, mais français depuis 89, qui, après la guerre d'Algérie, sont revenus en Espagne. Il y a d'autres qui sont venus en métropole, mais qui sont revenus, une minorité qui sont revenus en Espagne. Voilà cette anecdote qui a été rapportée par des témoins, je vous laisse la lire, et qui dit bien ce qu'était le sentiment qui habitait les Français d'Algérie d'origine espagnole. Il faut savoir tout de même que ces populations d'Algérie étaient des populations de déracinés. Alors, un historien a dit que c'était des populations de sacs et de cordes, sans doute un peu comme les populations qui ont migré en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Bon, mais c'était pas forcément des repris de justice comme l'Australie ou des prostituées, mais c'était des gens qui fuyaient une misère pour essayer de se construire un avenir meilleur, pour essayer de trouver quelque chose de l'autre côté de la Méditerranée, une terre qui pouvait leur permettre de bâtir une famille, de construire, de s'établir, d'avoir des enfants, de pouvoir leur donner une vie meilleure que celle qu'ils avaient en crevant la faim dans les champs d'Alicante ou d'Almeria. C'était ça, ces gens-là. Alors, ils étaient très attachés à leur culture, comme les Alsaciens qui, en Algérie, mangeaient toujours de la choucroute. Moi, j'avais un camarade qui mangeait toujours de la choucroute en Algérie, il fallait le faire, bien qu'en hiver, il faisait froid. Mais c'était des traditions qui étaient ancrées dans les gènes de chacune de ces migrations, que ce soit espagnole ou que ce soit alsacienne. Alors, il naturalisait et assimilait les Espagnols en Algérie. Il fallait le faire.
Il fallait le faire parce que sinon, l'Espagne regardait déjà, au XIXe siècle, l'Algérie, on va y revenir, comme quelque chose qui pouvait être sienne. Et la démographie était préoccupante. Ils étaient en 86 4 fois plus nombreux que les Français dans certaines communes françaises. Et 3 fois plus nombreux à Sidi Bel Abbès et 2 fois plus nombreux à Oran et Arzeux. Arzeux, c'est une banlieue d'Oran. Alors, dans une ville où il y avait 300 ou 400 000 habitants, si il y a la moitié d'Arabes, ou peut-être les 3/4 d'Arabes, et qu'un quart est composé à plus de 50%, de 60%, de 70% d'Espagnols, effectivement, il y a un panorama démographique qui n'est pas, surtout dans un pays comme la France, qui est un pays centralisateur, jacobin, très cocardier, et qui faisait qu'il pensait que ces Espagnols n'étaient pas tout à fait français. Et en 1891, sur 102 000, il y avait 102 000 Espagnols en Algérie pour 99 000 Français. Alors, c'est un sujet quand même. Pourquoi j'ai voulu faire ce petit topo sur les Espagnols en Algérie? Parce que c'est un vrai sujet. On ne pourrait pas faire la même chose sur les Italiens ou les Maltais. Bien sûr qu'ils étaient nombreux, mais ils n'ont pas marqué le Constantinois comme les Espagnols ont marqué l'Oranie. Ça n'est pas vrai. Alors, il y avait cet économiste, Laura Beaulieu, qui était célèbre, mais qui peut-être était aussi un peu judicieux, et qui avait écrit à la Chambre en disant « mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à accueillir chez nous des étrangers qui ne sont pas français, parce que la démographie va être complètement inversée. On va se retrouver une terre de colonies, alors même que les colonisateurs sont en nombre inférieur aux personnes qui viennent de l'extérieur. » Et le gouverneur général d'Algérie, Tirman, lui, a pris cette décision. Eh bien, il faut les naturaliser, à savoir que si on ne peut pas trouver de solution pour exporter, passez-moi l'expression, des Français de métropole en Algérie, il y en avait, mais pas en nombre suffisant, eh bien, il faut naturaliser ceux qui sont sur place. Et la première naturalisation est d'abord le Senatus Consul de juillet 1865 de Napoléon III, qui a naturalisé une grande partie, notamment des Espagnols et des Italiens, et puis la loi du 26 juin 1889, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui a été la grande loi de naturalisation en bloc, en masse, un petit peu comme le décret Crémieux a donné la naturalisation et la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie, qui parfois étaient là depuis les temps immémoriaux. Alors, non seulement il y a eu cette naturalisation qui a fait que les Espagnols ont été plus ou moins intégrés dans la société française, mais il y a eu également un autre élément qui était un élément majeur, l'Église. Il faut savoir que les petites villes algériennes, tout comme les grandes villes, depuis 1848, la départementalisation du pays, ont été construites sur le modèle français. C'est-à-dire qu'il y avait la mairie, il y avait la gendarmerie nationale, il y avait l'école et il y avait l'église. Dans chaque village en Algérie, il y avait une église. Alors, parfois, il y avait une mosquée, ou une salle de prière, ou un marabout. Parfois, il y avait une synagogue, lorsque la communauté israélite, disait-on à l'époque, que la communauté juive était suffisamment importante, mais il y avait toujours une église. Et cette église a été un vecteur de fédération et un vecteur d'assimilation de la population espagnole. Et pour cause,
c'était des chrétiens, c'était des catholiques. Et c'était des catholiques qui étaient également très pratiquants, de force forcée la plupart du temps en Espagne. Nous n'étions pas encore sous le régime de la séparation des églises et de l'État. L'église catholique donc était très prégnante jusqu'avant 1905 en Algérie également. Et donc l'église a été un vecteur d'assimilation. Parce qu'à côté de l'église, il y avait également, bien sûr, toutes les fêtes religieuses, familiales qui allaient avec, mais il y avait également les écoles religieuses. Et les écoles religieuses, les Pères Blancs notamment, étaient très présents en Algérie et il y avait des écoles de très haut niveau. Alors, là encore, c'est un petit clin d'œil, vous me pardonnerez tous ces clins d'œil, mais bon, hein, c'est l'église Saint-Michel de Tlemcen, c'est là où j'ai été baptisé. Alors, cette église est une église typique du 19e siècle. Elle ressemble un petit peu à l'église Sainte-Anne ici. Toutes les églises étaient faites un petit peu, elles étaient à nef unique avec un transept au fond. Et alors, quand je l'ai visité la première fois, après évidemment la guerre, en 92, je suis revenu là-bas. En 92, c'était un supermarché. Et alors, il y avait un préfet à l'époque. La préfecture était en face. Maintenant, la préfecture est ailleurs, parce que la ville compte plus d'1 million d'habitants. À l'époque, c'était une grosse bourgade. La préfecture était en face. Et alors, le préfet de l'époque, c'était, à l'époque de Ouari Boumedienne, c'était le panarabisme, c'était l'islam à tout prix, etc. Ils avaient monté devant l'entrée, devant l'escalier, là, un grand mur qui allait jusqu'au début du clocher. Donc, et ce mur existe toujours. Alors, il y a des inscriptions dessus. Bon, la deuxième fois où je suis allé, c'est devenu une bibliothèque. Alors, c'est déjà pas plus mal, c'était bien quand même, une bibliothèque. Et alors là, en 2017, quand je suis revenu avec ma fille, c'est un centre multimédia universitaire. Alors là, c'est aux petits oignons, vous avez des ordinateurs partout, vous avez des écrans, des salles de réunion, des trucs ergonomiques. C'est super bien, parce que c'est vraiment très bien. Ah bon, je me suis dit, après tout, bon, pourquoi pas. Hein. Et puis, il y a les colonnes de marbre. Alors, les fonds baptismaux ont été enlevés, évidemment. Mais il y a les colonnes de marbre. Alors, ça fait étrange un petit peu de voir ça. Enfin, bon, bref. C'est une petite digression, mais vous savez que j'en suis friand. Allez. Alors. Oui, alors, non, je vais pas terminer. Vous voyez. L'Église comme force d'assimilation. Vous savez que pendant très longtemps, Léon-Étienne Duval, l'archevêque d'Alger, qui était cardinal, on l'appelait Monseigneur Ben Mohamed, parce qu'il était très algérienne, hein, il était très proche du FLN. Bon, il n'a jamais été inquiété, parce que c'était l'archevêque d'Alger, c'est toujours un personnage extrêmement important. Et la cathédrale d'Alger, bon, elle est là, au pied de la Casbah, elle est toujours en poste, il y a toujours... Mais il faut savoir que en 2004, quand j'ai été invité, que j'ai assisté à cette cérémonie du 50e anniversaire du début de la Révolution, il y avait l'ancien cardinal, l'ancien archevêque d'Alger, dont j'ai oublié le nom, peu importe. Oui, voilà. Qui était là. Mais j'ai demandé où est l'archevêque d'Alger. Alors, l'ambassadeur me dit, M. Drioncourt, que l'on voit souvent à la télévision maintenant, il me dit, c'est lui. Alors, effectivement, il avait un col romain, mais il n'avait pas de croix pectorale. Alors, je m'en vais voir évidemment l'archevêque d'Alger, je lui fais mes civilités, je lui présente mes hommages et mes respects. Et alors, je parle avec lui, alors je lui dis, mais Excellence, il me dit, non, c'est des conseillers. Alors, l'archevêque ne portait pas sa croix pectorale. Il ne portait pas sa croix pectorale. Alors, ce qui a fait plaisir aux catholiques d'ici et d'ailleurs, c'est que le pape a créé cardinal Jean-Paul Vesco, qui est né en 1962, qui est un Jurassien ou un Savoyard, je ne me souviens plus, et il a créé cardinal là en 2024, en même temps qu'il a créé cardinal notre ancien chapelain de Lourdes, l'évêque d'Ajaccio, François Bustillo, et lui a été créé cardinal. Ça n'est pas rien dans les temps que nous connaissons aujourd'hui, pour le pape, de créer à Alger un cardinal. Ça n'est pas rien, c'est un geste évidemment
liturgique, religieux, canonique, etc. Mais c'est aussi éminemment politique, hein, évidemment, évidemment. Alors, toutes ces personnes vivaient en bonne harmonie. Pour ceux qui ont connu la vie en Algérie, c'était une vie, surtout dans les sociétés entre guillemets espagnoles, c'était très clanique, très familial. On se retrouvait très souvent en famille, il y avait beaucoup de cousinades, les fêtes carillonnées étaient célébrées, Pâques, Noël, la Pentecôte, enfin bon, je me souviens avec mes cousins, bon j'en avais pas beaucoup puisque je suis le plus vieux des cousins, mais j'avais mes oncles et tantes, dont certains étaient encore très jeunes, et c'était très espagnol, le préfet d'Alger avait indiqué que dans une même maison, il y avait des parents qui étaient espagnols et les enfants étaient français. Il y avait des parents qui parlaient l'espagnol, un petit peu comme dans les familles juives où les parents parlaient l'arabe et les enfants qui sont eux allés à l'école ont appris le français et parlaient le français, s'habillaient à la française. Bon, là, ils ne s'habillaient pas à l'espagnol parce que, bon, ils sont européens, mais voilà. Alors, voilà encore un autre exemple des fêtes de l'Ascension à Santa Cruz, à Oran. À Oran, il y a le grand port d'Oran, mais la ville tourne le dos à la mer. Hein, bon, mais il y a le grand port de Merzel-Kébir, là, avec la plage des Andalouses qui est au pied. Et en haut, sur la montagne, à Santa Cruz, il y a une vierge. Il y avait une vierge. Et cette vierge, elle a été rapportée à Nîmes. Et il y a toujours à Nîmes un pèlerinage de la Vierge de Santa Cruz, où il y a 95% de pieds noirs d'origine espagnole, hein, à la Vierge de Santa Cruz. Alors, ça a donné une vraie société qui était une société qui était instituée. Il y avait des institutions, il y avait pas seulement des réflexes, mais il y avait des choses qui se faisaient de façon institutionnelle dans les familles régulièrement tout au long de l'année. C'est ce que l'on a appelé, ça c'est un très bon livre, l'Algérie des pieds noirs. Il y avait par exemple le paseo, hein, la promenade. La promenade en Algérie, pour ceux qui étaient surtout en bord de mer, à Port-au-Poul, à Mostaganem, il y avait la promenade le soir, parce que évidemment en été la chaleur était intenable, il n'y avait pas de climatisation ni tout ça, et donc les gens, à la nuit tombée, vers 18h, 20h, sortaient, s'habillaient, puis se promenaient, allaient manger des glaces, exactement comme on le fait encore de nos jours en Espagne. Et il y a également une particularité à cette façon de vivre, c'est le parler pied noir. Ce parler pied noir qu'on a beaucoup singé, on s'est beaucoup moqué de ce parler pied noir, qui était un parler, on appelait le patawek, qui était un parler à moitié espagnol, avec des mots français, avec des mots arabes, tout était mélangé, tout le monde se comprenait ou ne se comprenait pas, bon, mais en tous les cas, il y a ce livre qui a été fait, qui est très drôle, avec une sorte de lexique qui est à peine compréhensible, mais enfin bon. Et puis, bon, vous avez vu que ça, j'en ai parlé à Jean-François, j'ai pas voulu faire un plan traditionnel, j'ai voulu faire plutôt des post-it comme ça, bon. Mais l'Espagne et l'Algérie, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour. Il y a eu les tensions avec l'Espagne de Franco, à partir de 1931, la Seconde République, et lorsque Franco est arrivé au pouvoir, la population espagnole population d'origine espagnole, était surveillée par les services français. Parce qu'ils se disaient, ne vont-ils pas prendre fait et cause pour les phalangistes franquistes? Ne vont-ils pas essayer de faire sourdre une sorte de coup d'État ou quelque chose comme ça? Donc la police et les renseignements étaient très attentifs aux activités pas de toutes les familles espagnoles, de ceux qui comptaient, hein, ceux qui avaient un peu de pouvoir. Bon. Et tout cela n'était pas rien parce que
n'était pas rien parce que il y avait un fou furieux qui s'appelait Gabriel Lambert, qui était un prêtre défroqué, mais qui portait toujours la soutane, qui a été maire d'Oran pendant, vous voyez, 34-41, que l'on voyait à l'Assemblée nationale à Paris, sur le pont de la Concorde, avec son bâton en train de haranguer les foules. C'était un fou furieux, c'était un facho, un fasciste évidemment, hein. Et lui, il disait qu'il fallait que les Espagnols, que la population d'Oran pavoise aux couleurs de l'Espagne franquiste. Alors il y a eu certaines rues qui ont été pavoisées aux couleurs espagnoles. Bon, évidemment, ça a été très mal vu par la plus grande partie des familles espagnoles d'origine espagnole oranaise, et évidemment la police est intervenue pour arrêter cette manifestation. Il faut savoir que également il y a eu une sorte de contagion de cette façon de pavoiser les rues à Oran, puisque dans une ville qui s'appelait à l'époque Rio Salado, le fleuve, parce que vous savez, les fleuves à Oran étaient très salés. Certains, même en métropole, après la guerre, mettaient un tout petit peu de sel dans le café parce qu'ils avaient l'impression que leur café n'était pas aussi bon que celui qu'ils buvaient en Algérie avec de l'eau salée. Enfin bon. Il y a eu des défilés bras tendus dans les rues de Rio Salado pendant la guerre, dans les années 30 et 40, à la gloire du général Franco. D'ailleurs, le préfet d'Oran avait écrit « Oran ne semble plus une ville française. À Oran, on parle, on pense, on agit en espagnol. » Et l'Espagne nationaliste faisait peur parce que les gens craignaient qu'il y ait un retournement de majorité politique dans certaines villes. Oran n'était pas quand même la ville la plus petite. D'ailleurs, l'Auxilio Social, qui était un journal franquiste, espagnol, mais qui était publié également en Espagne, était intervenu pour apporter de l'aide à des familles de nécessiteux en Algérie. C'est-à-dire, il se substituait à l'État français, aux institutions françaises, notamment aux organismes sociaux, pour venir en aide. On le voit dans d'autres régions du monde actuellement. C'est-à-dire qu'on apporte de la nourriture, on apporte de l'aide, on stipendie tel ou tel chef de clan pour essayer de recevoir ces bonnes grâces. Les nationalistes espagnols appelaient l'Algérie leur Alsace-Lorraine. Ils disaient que l'Algérie était leur Alsace-Lorraine qui avait été pillée par la France, et il fallait, compte tenu de la démographie espagnole en Algérie, bien que l'Espagne revienne prendre ce qu'elle a perdu et revienne prendre l'Algérie. C'était un moment extrêmement important parce que il faut savoir que également l'Alsace-Lorraine de l'Espagne était au Maroc. En 1940, Franco a occupé le port de Tanger. Et le gouverneur de Tanger a été nommé par Madrid alors qu'il se trouvait dans le cadre d'un protectorat français, avec un régime de protectorat, il y avait un sultan, etc. Mais l'Espagne était à l'époque un pays extrêmement expansionniste qui voulait récupérer l'empire qu'elle avait perdu il y a bien longtemps. Un autre journal qui s'appelle Radio Melilla, Le Pain de la Victoire, avait également publié le 23 mars 1942 cet article
disant que, regardez, les Espagnols, en France, en Algérie, ont fait des sacrifices, ils ont fait la guerre, mais qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Rien du tout. Il faudrait qu'ils reviennent dans la mère patrie espagnole, c'est là où ils seront bien accueillis, etc., etc. Donc, c'était pas toujours très simple, les relations politiques à cette époque-là, où il y avait encore la ligne de démarcation. En mars 1942, il n'y a pas eu encore l'opération Torch, c'est-à-dire le débarquement des Américains, des Canadiens, des Britanniques en Algérie, et donc on se trouvait dans une situation politique, militaire extrêmement difficile. Le 18 mars 1941, Tanger a été annexé, et Pucheux, qui était le ministre de l'Intérieur de Pétain entre 41 et 42, il a été fusillé en Algérie en 44, il a essayé de fuir, il a été récupéré, il a été fusillé. Avait ordonné au ministère une enquête sur la population d'Oran. Et il avait demandé à ces policiers, qui étaient évidemment sous l'autorité du gouvernement de Vichy, il leur avait demandé de montrer quels étaient le degré d'assimilation de ces familles d'origine espagnole à Oran. Et il y avait tout un catalogue. Alors, telle famille, les enfants ne parlent plus le français, ne parlent plus l'espagnol. Telle autre famille, le père et la mère parlent encore l'espagnol. Il y a des correspondances avec l'Espagne très fréquemment. Ils reçoivent de la famille espagnole, un petit peu comme l'affaire des fiches. Vous savez, les militaires qui allaient après la séparation des églises et de l'État en 1905 à la messe, alors ils mettaient la colonelle va à la messe, la colonelle reçoit le curé, etc., etc. Donc les gens étaient fliqués pour savoir exactement s'il n'y avait pas un danger que l'Espagne, que l'Algérie devienne l'Alsace-Lorraine de l'Espagne. Alors, ça je ne veux pas en parler parce que c'était Auguste Robinet, vous ne le connaissez pas. C'était un auteur qui avait écrit le Petit Cagayous, et c'était une littérature très locale et qui mettait en avant la culture espagnole, l'histoire de l'Espagne, avec un parler, avec un vocabulaire très très imagé et très intéressant. Si vous avez l'occasion d'y jeter un œil, ça serait intéressant. Alors, on leur reprochait souvent d'être des Français de synthèse, mais il disait toujours « nous sommes des Français de synthèse, mais nous sommes des Français à 100%. » Voilà encore un petit tableau avec des chiffres. Vous voyez que jusqu'à la fin, l'origine des familles pieds-noirs espagnoles était extrêmement importante, surtout dans cette région d'Algérie. Alors, les Espagnols sont rentrés en France après la guerre, mais pas tous. Il y en avait quelques-uns, notamment l'abbé Alfred Béranger, qui a été, vous le trouvez là-bas, et vous avez mon ami Ben Bella, là, vous le voyez. C'est lui qui a été membre de l'Assemblée constituante entre 62 et 64. Il est mort en France, il est revenu en France, mais il a été un membre actif de la nouvelle Algérie algérienne. Voilà. Alors, les Espagnols en Algérie, je ne sais pas si vous vous souvenez de la famille Hernandez. C'était une famille Hernandez, c'était une famille pieds-noirs d'origine espagnole qui avait un accent à couper au couteau, qui racontait des histoires un petit peu bizarres comme ça, mais très drôles. Et qui ensuite a été repris par le journal phalangiste Arriba, vous voyez, qui avait titré La famille Hernandez est de retour parce que les Espagnols, après 1962, étaient remontés à Alicante, ils avaient fait à nouveau souche, ils s'étaient remariés avec des Espagnols et des Espagnols, et puis les franquistes de là-bas ont dit, la famille Hernandez qui était partie il y a 100 ans ou 150 ans d'Alicante ou d'Almeria, maintenant ils reviennent, et c'est la famille Hernandez
qui est de retour. Alors, vous vous souvenez de Castel et Sayuquet? C'est eux. Ben voilà, bon, ils sont morts tous les deux maintenant. Castel et Sayuquet, ça a été désopilant. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on regardait ça avec des yeux ronds parce qu'on comprenait pas tout. Ils avaient un accent épouvantable. Mais en tous les cas, ils arrivaient à... Alors, on va terminer bientôt. Il y avait de la part également de l'armée du contingent qui arrivait en Espagne une certaine incompréhension. Les appelés du contingent regardaient avec un petit peu de mépris. Ils disaient mais oui, ils n'ont pas des noms français. C'était des noms qui se terminaient par O de ce côté, par I de l'autre côté à Constantine. Sont pas. Et Pierre Nora. Alors j'ai trouvé ça en cherchant dans mes archives. Pierre Nora était l'académicien, historien, écrivain français que nous connaissons tous, l'actuel mari de Anne Sinclair. Eh bien, lui aussi, il était professeur en Algérie en 1961. Et son premier ouvrage a été cet ouvrage qui est épuisé maintenant, qui s'appelait Les Français d'Algérie. Et dans certaines pages de cette œuvre, de cet ouvrage, il se moque des Français d'Algérie. Il dit, ben oui, dans la rue, je suis français, prononcé d'ailleurs avec l'accent français, je suis français, moi monsieur, je suis aussi français que vous. Et ça continue comme ça pendant des pages et des pages. Et on reste un petit peu interloqué quand on lit ça, parce que jamais j'aurais cru que un type comme Pierre Nora, qui par ailleurs a écrit des livres assez extraordinaires, et puis en 1961, peut-être que c'est un excès de jeunesse, se fourvoyait à caricaturer ses compatriotes, surtout à une époque qui était une époque difficile en 1961. Alors la dernière diapositive, c'est une anecdote. C'est une femme d'Oran, une oranaise française d'origine espagnole qui arrive à Marseille. Et à Marseille, on lui dit mais vous êtes d'où? Alors elle dit mais je suis d'Oran. Alors ça c'est une question qu'on a beaucoup entendue. Vous êtes d'où? Mais je suis d'Oran. Alors il lui dit mais vous parlez le français? Elle dit mais oui je parle le français. Et elle lui dit soy francés. Voilà, merci et à bientôt le 5 février pour l'OAS. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.